Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine pour parler d'un sujet qui me parle énormément et qui va certainement beaucoup vous parler. On va parler d'un mot qu'on entend de plus en plus et même trop à mon sens aujourd'hui et qu'on ne comprend vraiment en fait que quand on l'a vécu, le fameux burn-out. Donc mon invitée du jour aujourd'hui c'est Anaïs, elle est elle aussi passée par là, par l'épuisement, le corps qui lâche, la tête qui dit stop quand on n'écoute plus rien. Et donc dans cet épisode, on ne va pas dramatiser ni minimiser tout ce qui peut se passer autour du burn-out. On va surtout parler de ce qui se passe après, du chemin qu'il y a, de ce moment où en fait tout s'écroule et de la reconstruction qui se fait pas à pas, progressivement, quand on apprend à se respecter, à ralentir, à se remettre au centre de ses priorités. Donc, si tu te sens fatigué depuis trop longtemps, si tu tiens encore, mais à quel prix, ou si tu es déjà en train de te relever, cet épisode, c'est certainement une main tendue pour toi aujourd'hui. Coucou Anaïs. Coucou Solène et bonjour tout le monde à ceux qui nous écoutent. Comment tu vas ? Écoute, je vais super bien et je suis ravie de pouvoir honorer ton invitation pour partager mon expérience à travers ces douloureuses épreuves. Je suis tout aussi honorée et je sais à quel point ça va résonner auprès de nombreuses personnes qui vont écouter cet épisode parce que je sais que tu vas nous apporter plein de choses et surtout, je sais que tu vas nous apporter une belle note positive au milieu de tout ça, on est d'accord ? J'espère en tout cas, c'est mon objectif de ce podcast. Trop bien. Est-ce que déjà, du coup, peut-être pour commencer, tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais actuellement dans la vie, voilà. Bien sûr, donc moi c'est Anaïs, j'ai 43 ans, je suis maman de 3 enfants et actuellement je suis en totale reconstruction donc suite à un burn-out sévère. J'ai l'honneur de vous dire que incessamment sous peu, j'ai mon agence événementielle qui va pointer le bout de son nez, donc je dirais mon 4e bébé et un point final à cette traversée chaotique que je viens de passer. Rien que ça, bravo, 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 parce que ça montre que on peut se relever déjà après avoir vécu un burn-out. Justement, et avant de te reconvertir, après ce burn-out, tu peux nous dire ce que tu faisais avant ? Bien sûr, donc j'étais chef de service dans une association qui œuvrait pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Donc je les accompagnais sur leur insertion dans la vie, que ça soit sur leurs problématiques sociales, mais également problématiques professionnelles, accès à la formation, accès à l'apprentissage. Donc un métier que j'affectionnais et que j'affectionne toujours d'ailleurs, mais voilà, la vie en a décidé autrement. Et justement, déjà c'est beau de pouvoir aimer son métier parce qu'on peut être dans le salariat aujourd'hui et aimer son métier, mais être dans un environnement qui ne nous convient plus, avoir une certaine pression, ou aussi on peut avoir envie de challenge et de nouveaux horizons. Mais toi, du coup, dans ton parcours et ton histoire, sur ces fonctions que tu as occupées, du coup, tu as été amenée à rencontrer malheureusement le burn-out. Exactement. Comment ça s'est passé ? Comment c'est arrivé tout ça en fait ?
Et ben en fait, très clairement, je suis rentrée dans un faux rythme. J'étais complètement happée par mon travail. Ma vie était rythmée comme du papier à musique et en fait, je vivais qu'à travers ce travail. Il y avait plus rien d'autre qui comptait, mis à part ça et je me sentais à l'époque vivante qu'à travers mon poste. Et c'est là en fait où le cercle vicieux a commencé à s'instaurer, hein, fatigue, épuisement, vie sociale complètement coupée, vie familiale également qui en a pâti énormément. Mais voilà, je n'arrivais pas à me raisonner et surtout, j'arrivais pas à identifier en fait que c'était ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à C'est ça. identifier. On est fatigué, c'est trop récurrent, on a des troubles du sommeil, de l'attention, des problèmes digestifs et en fait, on continue en se disant bah, c'est normal, ça va passer, ça va aller après des vacances. En fait, on minimise ou des fois on est dans un déni parce que moi je pense que je l'ai été. Et justement, toi, ta prise de conscience, elle est arrivée comment? Tu t'es dit bah, là, je suis vraiment pas bien, je suis certainement en train de faire un burn-out, il faut vraiment que je m'écoute et il y a quelque chose là, c'est pas normal. Alors, la prise de conscience, en fait, elle est un peu différente chez moi. Je dirais que c'est pas forcément mon burn-out qui m'a fait prendre conscience de ce qui n'allait pas. Il y a eu un événement au travail qui m'a poussée en fait à me mettre en arrêt maladie. Et en fait, c'est au bout de 6 mois d'arrêt maladie que j'ai compris finalement que j'étais en burn-out associé à d'autres problématiques. Hein, donc, il y a eu le burn-out, mais il y a eu également dépression sévère, anxiété généralisée. Et en fait, suite à l'événement qui s'est passé dans mon ancien travail, je souffrais d'un syndrome post-traumatique. La complète en fait. Ouais, c'est ça. Mais alors, pour être transparente avec tout le monde, hein, parce que j'ai rien à cacher, je pense que ça peut aussi aider. En fait, ça devait faire un moment que je devais être en burn-out, mais comme tu disais à juste titre, on est souvent dans le déni. Et malheureusement, j'ai été victime d'une agression sur mon lieu de travail par ma direction. Et en fait, c'est ce syndrome post-traumatique finalement qui s'est manifesté en premier et qui en fait m'a fait prendre conscience de toutes les autres choses qui en découlaient. Et finalement, mon burn-out, je l'étais depuis un certain moment, mais j'étais dans le déni. C'est malheureusement ce qui... Enfin, moi, c'est le constat que je fais parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. On met ça sous le coup, comme je disais tout à l'heure, de plein d'autres facteurs parce que je pense qu'on ne veut pas se mettre la réalité en face parce qu'on se dit, mais en fait, on n'a pas le droit, on ne peut pas, c'est pas possible, j'ai quand même un métier, un CDI, il faut que je tienne. Sauf qu'en fait, ton corps, lui, est déjà en train de crier. Il commence de manière silencieuse, mais après, il crie de plus en plus fort et c'est là qu'en fait, on a des signaux d'alerte à la fois physiques, mentales et émotionnels. Est-ce que, justement, tu veux bien aussi, peut-être, toi, nous parler de ce que tu as pu ressentir de manière physique, émotionnelle et mentale pour aider peut-être d'autres personnes à se dire, attends, là, je crois qu'il faut vraiment que je dise stop parce que je pense que je suis dans un burn-out, en fait. Complètement. Alors en fait, donc comme je disais, j'étais en arrêt maladie à cette époque. C'était au début mon médecin généraliste qui me suivait et en fait, lui m'avait arrêté pour dépression parce que j'allais pas bien. Mais au bout de 6 mois, il voyait que mon état ne s'améliorait pas. Donc du coup, il m'a orienté vers un psychiatre. Et en fait, c'est là où j'ai pu avoir dans cet espace d'échange avec ce super psychiatre que j'ai compris en fait que j'avais plein de signes physiques, mentaux, émotionnels. Et en fait, c'est là où j'ai compris que j'allais pas et que mon corps m'avait réellement dit stop et que j'avais occulté tous ces signaux. Donc, on va dire que mes premiers signes physiques, ils ont commencé pendant que je travaillais. J'ai souffert énormément de problèmes gastriques. J'avais sans cesse la nausée, la boule au ventre. En fait, cette sensation du dimanche soir, quand on sait que la semaine va recommencer, je l'avais tous les soirs finalement, pour le lendemain. Et ces problèmes gastriques m'ont conduit carrément à un ulcère à l'estomac. Donc ça, pareil, je l'ai encore occulté. Je me disais, non, c'est moi, j'ai peut-être pas une hygiène de vie correcte, je bois pas assez, je mange pas correctement. Enfin voilà, je mettais tout sur le dos d'autre chose, mais pas sur le travail. Et là, après, sont arrivés les signes émotionnels et mentaux. Donc, rumination, surcharge mentale,
procrastination, quelque chose que je ne connaissais absolument pas et qui m'est arrivé. Et ça, pareil, ça me laissait dans une incompréhension totale. J'avais des insomnies, j'étais irritable au possible. J'alternais des phases où j'étais un légume, je pensais qu'à dormir, et des phases où j'étais une pile électrique. J'avais énormément de peur, énormément d'angoisse. En fait, c'était un cercle vicieux parce que plus je réfléchissais à tous ces signes et en fait, mon analyse me faisait encore avoir plus peur et encore avoir plus d'angoisse. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Et sans jamais mettre le doigt, pardon, sur la réalité, en fait. C'est assez fou de se dire qu'on est obligé d'en arriver là pour se dire, ben mince, je suis allée trop loin. En fait, là, clairement, ça s'appelle un peu ruiner sa santé, non? Exactement. Ah bah là, je pense que je ne pouvais pas tomber plus bas que ça. Je pense que tu nous as fait un carton plein, Anaïs. Complètement. Mais, et non, mais c'est important. En fait, je te demande parce que je sais que il y a quand même des signaux qui sont très récurrents et malheureusement, on minimise, on ne met jamais ça sous le coup du travail, on se dit que c'est passager, que ça va passer, qu'on traverse un mauvais moment de vie. Moi, je les ai eus, tous ces symptômes, à moindre échelle, mais tout ce que tu dis, je m'y retrouve. Donc, je voudrais surtout faire une parenthèse et mettre un grand point d'attention. S'il vous plaît, si vous avez ces signaux, que vous écoutez cet épisode, ne minimisez pas ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que votre corps vous dit. S'il vous plaît, faites appel à un professionnel. Parlez-en, mais ne restez pas seul parce que c'est votre santé qui est en jeu et ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Et merci Anaïs pour cette transparence de nous partager les signaux, les symptômes que tu as ressentis. Avec plaisir. Et surtout, je vais rebondir sur ce que tu disais, Solène. Il faut vraiment pas les minimiser parce que moi, pour ma part, je les ai tellement minimalisés que finalement, j'ai d'autres troubles après qui sont survenus. Et vraiment, au pic de mon mal-être, j'ai pu ressentir des phobies sociales, j'ai déclenché des phobies de conduite, j'étais incapable de prendre la voiture et le plus ça a été les tocs du ménage. Et en fait, je me réfugiais là-dedans en me disant que c'était ma zone de confort, que c'est ce qui me faisait du bien. Et en fait, pas du tout. C'était vraiment un trouble qui se développait en moi et qui était complètement nocive pour ma santé et aussi pour mes relations sociales et mon entourage familial qui en ont énormément souffert. Donc là, vraiment, il faut se dire stop avant. On n'est pas des robots, on reste des humains avec des émotions, des sentiments. Et en fait, le travail n'a pas le droit de nous faire arriver à un stade comme ça. C'est pas possible. Je suis d'accord avec toi, le travail, c'est pas la vie, c'est pas la santé et malheureusement, ça touche notre santé et quand on voit les dégâts que ça engendre et effectivement, on ne parle pas de après tous ces signaux, effectivement, toi, tout ce que tu as pu vivre et traverser aussi, tout ce que ça engendre, si c'est pas pris à temps, et ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut être beaucoup plus grave. Donc, merci de le rappeler. C'est vraiment important et c'est un sujet qui me tient à cœur. Et émotionnellement, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Toi, comment tu l'as vécu sur le plan émotionnel? Qu'est-ce que tu as ressenti face à tout ça, face à cette situation? Alors au tout début, je t'avoue que j'étais dans l'incompréhension totale et le sentiment de devenir folle. J'arrêtais pas de dire à tout le monde, c'est pas possible, j'ai des troubles cognitifs, je ne vais jamais m'en sortir. Et en fait, j'arrivais pas à trouver le fil conducteur. En fait, j'avais l'impression d'avoir plein de symptômes différents et des réactions complètement différentes, mais j'arrivais pas en fait à recentrer et à identifier finalement qu'est-ce qui m'amenait à ça. Et en fait, moi vraiment la prise de conscience, c'est quand le diagnostic du psychiatre est tombé. Il m'a dit mais rassurez-vous, vous n'êtes pas folle, vous avez ça, ça, ça et ça, et c'est normal en fait. Tous vos symptômes qui peuvent paraître complètement incoordonnés entre eux, et bien en fait votre point de départ c'est votre burn-out, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, il y a un peu l'émotion aussi qui remonte, la dépression, enfin tout ça, et en fait découler ces symptômes-là. Donc moi c'est vraiment j'ai eu besoin d'un diagnostic posé
de l'entendre par un professionnel pour en fait accepter la situation et comprendre ce qui m'arrivait et me dire bah non en fait finalement c'est normal et je suis pas folle. On n'est pas folle, on n'est pas fou. Ça, c'est une certitude. C'est juste que malheureusement, je pense qu'on veut tellement bien faire. On nous a tellement bridé, inculqué des choses en termes de croyances. On a beaucoup aussi nourri des pensées et alimenté des croyances sur le fait d'être comme ça au travail, de rentrer dans une case, de pas se plaindre. Qu'en fait, je pense qu'on veut tellement mettre ça de côté en se disant non, mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, tout va bien, mais moi dans mon travail ça va. Et en fait, non, ça va pas. Non, ça va pas. Et la preuve aujourd'hui, c'est que y en a qui se retrouvent sur un lit d'hôpital comme moi, toi où tu es obligé, entre guillemets, d'arriver jusqu'au psychiatre pour qu'il te dise non, mais vous n'êtes pas folle, madame. En fait, ce que vous vivez, c'est tout à fait, entre guillemets, normal par rapport à quand je dis normal, c'est voilà, vous ressentez ça, vous êtes juste en train d'être épuisé, votre corps il vous lâche, donc logique là, votre corps il vous dit stop, il faut que ça s'arrête, donc non, vous n'êtes pas folle, ce que vous ressentez est bien là, mais vous êtes peut-être en situation de danger et il va falloir que ça s'arrête maintenant. Exactement. Et si je pouvais rebondir là-dessus, en fait, moi, il y avait aussi un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que la personne que je croyais être forte, en fait, là, tout s'effondrait. C'était mon monde qui s'effondrait. Il y avait la culpabilité, parce que j'arrivais plus à rien, et ce sentiment de ne servir plus à rien. Et en fait, c'était un faux problème parce que, encore une fois, j'étais aveuglée par cet investissement que je ne mettais pas au bon endroit, l'énergie que je mettais pas au bon endroit. Et voilà, ça a généré énormément de culpabilité, de sentiment de ne servir plus à rien dans l'état où j'étais. Je pense que c'est légitime et normal parce que même moi, je me suis dit, mais en fait, tu te rends compte, tu laisses ton équipe, tu mets plus à profit ce que tu es capable de faire. En fait, je pense qu'on est dans une forme de déni, on ne veut pas accepter ce qui nous arrive et pourtant, on doit l'accepter pour mieux le passer et du coup se faire aider ou en tout cas ne serait-ce que déjà en parler parce qu'il y en a qui n'en parlent pas et c'est comme ça que le burn-out s'installe de plus en plus et que ça peut être beaucoup plus grave et dramatique et que les signaux se déclenchent de plus en plus. Mais je pense que cette culpabilité, elle est humaine parce qu'on reste quand même des personnes où on est investi dans notre travail. On aime parfois ce que l'on fait, on aime se donner, on aime cette reconnaissance et cette satisfaction. Et là, on se dit, voilà, je suis là, je suis en arrêt, je pensais être folle, il m'arrive tout ça. Déjà, tu intègres ce qui se passe et en plus, tu te dis, mais en fait, what ? C'est quoi ma vie, quoi ? Exactement, c'est exactement ça. Et c'est vrai que quand on n'a pas forcément de réponse à ce qui nous arrive, et en fait, on est dans un flou total. Et c'est là, j'ai envie de dire, où c'est dur, en fait, et c'est même impossible, seul, de pouvoir remonter la pente, de pouvoir accepter la situation et de pouvoir avoir un semblant d'oxygène pour arriver à reprendre son souffle et aller de l'avant. Et en fait, on reste dans les bas-fonds, à ruminer, à déprimer encore plus. Et voilà, c'est compliqué. C'est exactement ce qui se passe et je pense que c'est là où il y a un truc qui est important, c'est déjà d'en parler, de se faire accompagner, de se mettre certainement en arrêt, même obligatoirement pour prendre soin de soi, digérer tout ça, se refaire une santé. Et je pense que l'entourage aussi, il joue beaucoup. Toi, quel rôle a eu ton entourage ? Est-ce que tu as pu en parler facilement ? Est-ce que tu as été soutenue ? Parce que moi, je t'avoue qu'au départ, j'avais du mal à mettre des mots sur ce qui m'était arrivé. J'avais presque honte. Et en fait, c'est en commençant à en parler petit à petit que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais vécu, c'était normal, qu'il n'y avait pas forcément d'âge, que c'était humain, qu'en fait, j'avais ma responsabilité aussi de m'être surinvestie parce que j'ai fait quand même le point. Et plus j'en parlais, plus je me disais, mais en fait, ok, ce qui t'est arrivé, tout va bien, c'est pas grave, pas dans le sens c'est pas grave, mais en fait, tu peux en parler librement, il n'y a pas de jugement, quoi. C'est, voilà, comment dire, tu peux en parler librement, n'aie pas peur du regard des autres, en fait. Oui, c'est exactement ça. J'ai reçu énormément de soutien de mes amis proches, de mes anciens collègues qui travaillaient avec moi dans mon équipe, mes enfants. Mais c'est vrai que j'étais encore sur la défensive de oser en parler.
Et très clairement, ça a été compliqué pour moi parce que le regard des autres me faisait énormément souffrir, toujours dans cette culpabilité de bah oui, Anaïs, la personne forte, Anaïs, la personne ultra lumineuse, ultra pétillante, bah s'est effondrée et en fait je n'avais pas le droit. Et en fait, alors c'est bizarre, mais par les personnes par lesquelles je me suis sentie le plus soutenue à ce moment-là, c'est l'équipe de la médecine du travail. Parce qu'en fait, donc je me suis mis en arrêt et en fait, j'ai gardé ce lien avec la médecine du travail. Et je suis tombée sur un médecin du travail qui était énormément à l'écoute et qui m'a dit, écoutez, il faut pas que vous restiez comme ça. Et en fait, il m'a orientée vers la psychologue du travail. Et j'ai eu un seul entretien avec cette personne. Mais en fait, c'est elle qui m'a fait prendre conscience et qui a libéré quelque chose en moi en parlant finalement bah, de mon parcours, de mes compétences et en fait de comprendre que, en fait, elle m'a aidé à comprendre que bah, il m'arrivait ça, ok, mais c'est pas pour ça que ça faisait de moi une mauvaise personne, une personne incompétente. Et en fait, ça a été un déclic pour moi d'aller de l'avant. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, c'est elle qui a raison. Tu te rends compte tout ce que tu es arrivé à faire dans un environnement finalement toxique. Et bien maintenant, va de l'avant en gardant que les choses positives, tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as transmis aux autres, mais dans un environnement sain. Et ça a été là le départ de ma reconstruction. C'est beau. C'est là que tu vois qu'en parlant, en te faisant accompagner, et peu importe de la manière dont tu te fais accompagner, ça t'aide déjà sur la voie de ta reconstruction. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Il ne faut pas minimiser ou banaliser la chose. Parler, je pense que c'est déjà conscientiser ce qui nous arrive et commencer à débloquer. Et après, bah, du coup, bah, se faire aider, bien évidemment. Complètement d'accord avec toi. Il faut vraiment, il n'y a pas de tabou en fait, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Et c'est totalement légitime ce que vous êtes en train de vivre. Il faut juste arriver à poser des mots et s'entourer de personnes bienveillantes qui vous aideront toujours à mettre des mots sur ce que vous ressentez, à vous faire prendre conscience. Et c'est ces petits déclics, ces petits objectifs qui arriveront à l'objectif final finalement, sortir la tête de l'eau, voir que l'avenir qui nous attend est rempli de bonnes choses. Et voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel, comme tu dis, Solène, d'en parler, d'en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le privilège de t'accueillir pour enregistrer cet épisode et que j'en parle aussi ouvertement sur les réseaux sociaux parce que il y a beaucoup de femmes qui me contactent et qui me disent « Solène, je suis épuisée, du coup, j'ai plus de visibilité, je me sens pas capable, j'ai envie de me lancer, mais j'y vois pas clair, donc je ne sais pas où, comment commencer, j'ai des idées, mais… » Et en fait, tu sens quand… Elle-même, elle se rajoute une pression qu'elle continue de nourrir, alors que déjà, elle devrait conscientiser ce qui se passe et se dire « Ok, là, je suis peut-être fatiguée, je suis épuisée, je vais commencer à mettre des mots dessus, je vais peut-être me mettre en arrêt, me faire suivre, m'aider, je prends soin de moi et après, je décide d'enclencher un changement peut-être de vie professionnelle, de métier, de reconversion. Il faut faire les choses étape par étape, en fait. » Exactement. Étape par étape et surtout pas se fixer des objectifs inatteignables, accepter la situation et avoir la patience de se guérir, de se comprendre, d'aller chercher au plus profond de nous et à la fin ça peut être que positif. Mais surtout, et moi c'est ça qui m'a fait défaut au démarrage, c'est que chaque petit effort, chaque petite réussite que j'avais dans ma reconstruction, et bien en fait, je devenais trop impatiente. Je me disais, ça y est, c'est fini, j'ai sorti la tête de l'eau. Mais non, il y a toujours quelque chose qui est là pour un signal d'alerte qui dit, non, attention, là, t'as pas fini. Vas-y, petit pas par petit pas. Et en fait, finalement, c'est ça. C'est petit pas par petit pas. Et pas avoir ce sentiment de vouloir aller trop vite parce que vous allez passer à côté de choses essentielles. Et j'ai envie de dire que le corps va encore cristalliser ces petites choses essentielles que vous n'aurez pas pris le temps de soigner, de guérir, de penser. Comme une blessure,
après vous prenez les mots qui résonnent le plus en vous, mais c'est vraiment important de rien minimiser et de prendre son temps. Justement, tu as tout dit et du coup, s'écouter, hein, écouter son rythme, son mode de fonctionnement et cette reconstruction, elle se fait pas à pas. Et justement, tu as tout bien dit. Est-ce que toi, tu veux bien maintenant nous parler de ta reconstruction, comment elle s'est faite, comment toi, tu t'y es prise pour entamer cette reconstruction en fait? Alors, en fait, j'étais tellement dans une zone de flou que finalement, je me suis dit, Anaïs, il faut que tu lâches prise et que tu écoutes les conseils qu'on te donne. Donc, en fait, encore une fois, tout est parti de la psychologue du travail qui, après cet entretien riche, m'a fait prendre conscience et m'a fait en fait un mini plan d'action. C'était des conseils. Et finalement, j'ai décidé d'accepter ces conseils et de me laisser porter euh, par ce qu'elle m'avait proposé de faire. Donc la première chose, c'était déjà de m'orienter et elle a eu raison, hein, vers un professionnel, un psychiatre. Donc chose que j'ai faite, j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre. Le psychiatre m'a permis vraiment de mettre des mots sur un diagnostic et sur le mal-être médical dans lequel j'étais et dans l'urgence de la situation. C'est vrai, quand il m'a dit vous êtes en burn-out et en dépression sévère de stade 3, il m'a dit on est encore capable de vous accompagner sans signe irréversible. Il m'a dit vous auriez attendu peut-être 2 semaines de plus et vous auriez eu des troubles, là, effectivement, qui auraient pu être irréversibles. Donc, du coup, voilà, avec le psychiatre, on a longuement échangé. Ça m'a permis de prendre conscience et il m'a proposé un type d'accompagnement, donc avec lui, tous les mois, et en parallèle avec une psychologue pour faire des séances d'EMDR. Donc le MDR, c'est rapidement, hein, c'est une technique de psychothérapie où on n'est pas obligé de parler pendant des heures. En fait, on va avec la technique des yeux faire remonter les traumatismes et les émotions que le corps a cristallisées. Et à travers des images, de la rééducation oculaire, ça permet cette libération de traumatisme, cette libération d'émotions et de les appréhender d'une manière différente. Et en parallèle, je me suis auto-coachée, on va dire. Non, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup fait de recherches. Et en fait, c'est vrai que j'ai énormément travaillé sur mes croyances, sur ma vision de la vie, sur ma spiritualité, sur ce que j'attendais finalement de mon avenir. Et je devenais maître en fait de mon avenir. Voilà. Donc l'association des trois, ça m'a aidée et ça m'aide encore, hein, parce que faut pas croire, il y a eu du chemin parcouru, mais je suis toujours en thérapie, toujours suivie par mon psychiatre, ma psychologue, à un rythme moins soutenu, mais voilà, on parle de rémission de 1 an. Donc voilà, je suis encore complètement dedans. Mais tu vois, ce qui est beau dans tout ça, c'est que tu gardes le sourire. Tu as décidé aussi, en plus, de faire appel à des professionnels de t'auto-coacher, comme tu dis. Et je trouve que c'est bien parce que on reste quand même responsable de tout ce que l'on engage et de tout ce que l'on fait dans notre vie. Et c'est chouette parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as initié quelque chose que tu vas continuer de faire. Ça te nourrit, ça t'apprend, ça t'apporte. Moi, je sais que j'ai eu la chance de m'en sortir. Je vais pas dire seule parce que j'ai été entourée par mes proches, mais j'ai fait comme toi, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres et j'ai beaucoup parlé autour de moi. Et en fait, je me suis imposé des choses que je ne voulais plus revivre et je voulais aussi m'imposer des choses pour me préserver justement. Et est-ce que toi, tu t'es dit aujourd'hui, je vais faire les choses différemment pour me préserver? Et si oui, qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien? Alors, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai même dû réapprendre. C'est-à-dire que mon corps m'avait tellement mis en mode survie que finalement, je ne savais même plus prendre un simple petit plaisir du quotidien. Donc, ça a été déjà retrouver un équilibre et instaurer des routines qui me permettaient en fait de me sentir bien et que c'était OK de prendre du temps pour moi, pour aller mieux. Donc, beaucoup de lectures,
beaucoup d'écoute de musique qui me parlait énormément à ce moment-là, des textes forts, ma reconnexion avec la nature. Ah oui, les promenades, ça existe et ça fait du bien d'aller respirer l'air pur. J'ai fait beaucoup de pilates, de yoga. En fait, je m'obligeais réellement à prendre du temps pour moi. Et en fait, ce temps pour moi m'a permis finalement de libérer mon esprit sur les choses négatives et de me tourner sur les choses positives. Et en fait, c'est là que ça a commencé dans mon esprit à me dire tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ah bah tiens, c'est vrai que ça, je l'avais complètement occulté, mais ça me ressource. Et en fait, petit à petit, j'ai identifié plein de choses que je voulais emmener avec moi dans ma nouvelle vie et des choses que non, en fait, ça c'est plus OK. C'est-à-dire, le travail à 17h, c'est fini, c'est l'heure de mes enfants, donc stop, on coupe tout. Voilà, des petites choses comme ça, mais c'est ça qui m'a vraiment permis d'avancer. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, bon déjà c'est bien parce qu'il faut prendre soin de soi. Je pense qu'en fait dans ce qu'on vit, c'est comme ça que moi j'en parle et c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que c'est beaucoup de négatifs entre guillemets dans notre vie. C'est très difficile à le vivre, à le surmonter. Mais en fait, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu en fais. Ok, est-ce que je garde que le positif et j'en fais un moteur ou est-ce que je décide de continuer à patauger dedans et finalement ça te mène nulle part. Et je me rends compte que dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu es quand même aujourd'hui, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, en tout cas tu tends vers ça. Et j'ai l'impression que ta vision du travail aujourd'hui, elle a quand même changé. Complètement. Alors, je vais quand même rebondir avant de parler du coup de ma vision sur mon futur travail, parce que c'est vrai que maintenant ça fait 1 an et demi que je suis en thérapie et je voudrais faire partager justement quelque chose que le psychiatre en fait m'a un conseil et un outil en fait qui m'a aidé. Il m'a dit c'est comme si vous étiez dans un pot de verre au milieu. Et autour de vous, il y a plein de pots vides pour l'instant, qui sont vides du coup. Et en fait, on va mettre un mot sur chaque pot. Et en fait, l'objectif, c'est de remplir ces pots avec ce qui vous ressource, ce qui vous plaît, ce qui vous motive. Et en fait, vous, votre objectif, ça va être de garder cet équilibre dans tous ces pots. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui doit être le plus rempli, un qui doit être complètement vide. Il faut arriver à garder un équilibre et articuler tous ces pots qui vous motivent, qui vous ressourcent. Et en fait, ça a été mon plus grand défi et c'est encore aujourd'hui mon grand défi parce que même si j'ai défini ce que je voulais plus, il faut pas retomber dans ces travers, on va dire, et oublier certaines petites choses, petits détails. Et c'est important de garder finalement un équilibre de tout pour allier cette future vie professionnelle, cette vie familiale et cette vie sociale, on va dire. C'est beau et c'est très bien imagé. Et du coup, en fait, je me suis projetée quand t'en parlais, je le visualisais et je trouve que c'est une très bonne méthode et technique. Et peut-être que des personnes expérimenteront cette technique-là et cette méthode, mais je trouve qu'elle est très parlante et c'est vrai que ça te donne une idée d'ensemble de vraiment, en fait, aujourd'hui, comment tu entreprends ta reconstruction et ce que tu veux pour toi et ce qui est bien. Et ça donne une nouvelle direction vers ta nouvelle vision de vie, finalement, et même du travail. Et c'est ce qui t'a certainement aussi, je pense, aujourd'hui, amené à te dire peut-être que tu aspirais à autre chose, d'où le fait qu'aujourd'hui, tu es en train de créer et de lancer ton projet. Et je pense que ça t'aide aussi dans ta vision que tu as par rapport au travail. Tout à l'heure, tu disais, oui, 17h, c'est 17h, fini le boulot, je m'occupe de mes enfants. Aujourd'hui, tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui s'est passé, je sais que ça impacte notre vision du travail, mais toi, ça l'a impacté comment ta vision du travail par rapport à tout ça? Alors finalement, je dirais que ce qui m'est arrivé, c'est un mal pour un bien. Et ma vision aujourd'hui du travail, elle est complètement métamorphosée et j'ai envie de dire mes attentes sont complètement métamorphosées. Euh, En fait, le déclic que j'ai eu, c'est que aujourd'hui, je le sais et ça, je suis alignée avec moi. C'est fini le salariat, fini les managements toxiques, les ambiances de travail
toxique, jalousie, les jugements sur les autres. Ah, lui fait ci, et pourquoi moi, on ne fait pas ça. Ça, en fait, ça, j'en veux plus. Et aujourd'hui, mon rêve ultime, c'est développer ce côté entrepreneuriat pour montrer en fait aussi que c'est possible dans ce monde de créer des entreprises où il y a des vraies valeurs, où on peut rester aligné avec nous-mêmes, où on peut transmettre des choses à la nouvelle génération sans tomber dans un management toxique, dans un management directif qui nous pousse à l'épuisement. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est développer et créer mon entreprise. D'ailleurs, je l'ai fondée autour de ça et c'est quelque chose à laquelle je ne dérogerai pas. C'est vraiment revaloriser ce monde du travail et montrer aux personnes qui ont été abîmées et ou avant qu'elles soient abîmées, qu'en fait non, ça existe et qu'on peut travailler dans des ambiances collaboratives, motivantes, et c'est ça en fait ma reconstruction et mon désir d'entrepreneuriat. C'est un beau message et ça me parle parce que je l'ai vécu, ce que tu dis. C'est un peu aussi pour ça que j'ai quitté le salariat, pour le management toxique, l'environnement toxique, les collègues jaloux, ce manque de liberté, ce manque de sens. Bref, on pourrait citer tout ce qui ne va pas dans le salariat, comme aussi il y a des choses très positives dans le salariat, il ne faut pas l'oublier, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que nous en sommes là, qu'on a vécu ce qu'on a vécu, qu'on a eu les compétences qu'on a pu développer. Il ne faut pas cracher dessus parce que quand on trouve un bon poste dans une bonne entreprise, il faut y rester et tant mieux. Mais je trouve qu'aujourd'hui, quand on passe par cette épreuve-là de la vie, ça te donne justement ce côté je sais où je veux aller et certainement plus j'y dérogerai, tu vois. Exactement. Et en fait, c'est exactement ça quand je parle d'alignement avec soi-même. En fait, je pense que dans tout début de reconstruction, c'est important de se reconnecter avec nous intérieurement et apprendre à se connaître aussi, c'est-à-dire à redéfinir nos valeurs, à ce qui nous motive, à nos convictions, et que ça soit en salariat ou en création d'entreprise, ne pas oublier qu'en fait, sans ça, on peut pas être aligné et que si on est confronté à des postes de salariat ou une création d'entreprise qui nous renvoie pas cette image-là, forcément, ça n'ira pas. Et on va se heurter à un mur. Donc, j'ai vraiment envie de dire que le plus important, salarié ou non salarié, c'est vraiment d'être aligné toujours avec soi-même. Et ça ne pourra que fonctionner. Tu as tout dit et j'adore parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai construit mon programme Horizon Entrepreneuriat. C'est que pour moi, je ne te fais pas passer à l'étape de je vais trouver mon projet et mon orientation de projet si tu n'es pas passé par la phase qui je suis, mes valeurs, mes non négociables, mes forces, mes faiblesses. En fait, tu es obligé d'aller te connaître. Et ça, je trouve que cette épreuve de vie, quand on la traverse, le burn-out, malheureusement, mais j'ai envie de te dire heureusement, c'est comme ça que moi je le vis aujourd'hui, ça m'a amené à aller me chercher, à aller me découvrir pour me dire ok, qu'est-ce que tu veux maintenant, qu'est-ce que tu ne veux plus. Bon, maintenant, je sais que je veux aller là et je sais surtout dire pourquoi je vais là et comment je vais aller là. C'est exactement ça et je suis totalement en adéquation avec ce que tu dis. Et finalement, c'est en fait, on se dessine notre chemin de vie et je trouve que c'est le plus important. Mais sans ce chemin de vie et sans se connaître, malheureusement, on va vite retomber dans nos travers et ça n'ira pas. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, le point de départ de la reconstruction. C'est se reconnecter avec soi-même et prendre le temps de se reconnecter avec soi-même. Je pense qu'en fait, c'est l'essence même et tu as tout dit. Et même sans parler de burn-out, quand on veut se lancer dans un projet, il faut se reconnecter ou se connecter à soi parce qu'en fait, tout part de nous-mêmes. Et aujourd'hui, je me dis, comment tu peux créer, concevoir un projet si tu n'es pas connecté à toi-même? Comment tu peux être aligné à ce que tu vas faire, aligné à ce que tu proposes? Comment les clients vont s'identifier à toi? En fait, pour moi, c'est l'essence même de se connecter ou se reconnecter à soi. Et tu as vraiment tout bien dit. Tu as bien résumé la chose, je pense.
Bon, bah écoute, tant mieux. J'espère qu'en tout cas, ça parlera aux personnes qui nous écoutent. Après, voilà, je le présente vraiment de façon très transparente et vraiment de façon authentique. Et parce qu'encore une fois, il n'y a pas de tabou. Et si ça peut aider des personnes à y voir totalement un peu plus clair dans le brouillard, j'en serais vraiment ravie. Et merci beaucoup pour cette authenticité, cette bienveillance que tu as dans ta manière de relater ton histoire et de t'exprimer aussi. C'est bien pour ça que tu es là aujourd'hui. Mais moi, maintenant, je fais un peu le fin mot de l'histoire, comme tout le monde, je pense, maintenant. Mais qui es-tu? Où tu en es? Qu'est-ce que tu deviens? Voilà, on a parlé de projet. C'est quoi un petit peu ton projet? Alors, ben, aujourd'hui, vraiment, je suis fière de si je vois, enfin si je mets mes lunettes à l'envers, je suis fière du parcours que j'ai traversé durant un an et demi. Même si je sais que c'est pas fini, mais voilà, je suis fière et ça, j'ose le dire. Il faut être fier de tout ce qu'on met en place et parce que c'est aussi ça qui nous fait avancer. Euh, alors, aujourd'hui, si vraiment je pouvais faire un point, mon estime de moi est complètement revenue. Et ça, déjà, c'est énorme. Parce que quand on fait un focus un an et demi en arrière, mon estime de moi, si je pouvais la mettre sur une échelle graduée, elle devait être à moins 200. Aujourd'hui, je dirais qu'elle est à 80, 85. Donc c'est énorme et je ne doute plus de moi, de la personne que je suis. Je suis là, j'ai des choses à accomplir et let's go, on y va. Ce qui me resterait, j'ai envie de dire, encore à travailler un petit peu, c'est la confiance, parce que c'est deux choses complètement différentes. J'ai encore des doutes, j'ai encore voilà des fois des échanges avec des personnes qui me font douter de moi, donc la confiance que j'ai en moi, mais ça, je m'y attelle et je sais que ça va être réglé incessamment sous peu. Et du coup, ben, tout ce beau parcours ben, m'a permis en fait de me dire, allez, c'est le moment, j'attaque ma deuxième partie de vie et ben, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait les choses encore une fois, étape par étape. Je me suis dit, je sais ce que je veux créer. Je veux créer une agence événementielle parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime faire. J'aime accompagner les personnes, que ça soit sur un mariage, sur un baptême, sur un anniversaire, même les entreprises, sur les valeurs qu'elles ont envie de transmettre, sur leur gamme de produits. Enfin voilà, mettre en avant et accompagner les personnes, c'est ce qui me plaît. Donc, je me suis dit, bah oui, l'agence événementielle, c'est fait pour moi. Et du coup, bah, qu'est-ce qui me manque pour ça? Bah, peut-être une petite formation. Donc, je me suis inscrite dans un super centre de formation. J'ai pu suivre à mon rythme parce que c'est vrai qu'il y avait cette partie distancielle et que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début du podcast, je vous ai dit que je faisais des phobies sociales. Donc, oui, reprendre une formation, mais attention, dans les meilleures conditions. Il faut que ça s'adapte à vous aussi. Il faut respecter son rythme, toujours pareil. Et en fait, c'est vrai que bah, ce format-là m'a vraiment plu. J'ai pu apprendre à distance. Et après, il y a eu la partie collective, où là, eh ben, c'est bon, j'avais ouvert une porte. Je me retrouvais au milieu d'un groupe, avec la vie d'un groupe. Et en fait, ça m'a nourri, mais tellement nourri. Ça m'a fait tellement du bien de comprendre bah, qu'il y a des personnes aussi qui avaient traversé les mêmes épreuves que moi, des personnes à qui ça n'était jamais arrivé, qui avaient créé déjà leur entreprise. Je me suis nourrie des expériences de chacune et ça a été une vraie délivrance, un vrai levier de motivation. Et une fois passée cette formation, et ben après quelques réglages administratifs à régler, et ben voilà, ça y est, c'est le moment. Je crée mon entreprise. Waouh, waouh, waouh. C'est un beau parcours, une belle reconstruction. Et tu sais ce que je retiens dans tout ce que tu viens de dire, c'est que en fait, tu es encore en train de te reconstruire de ce qui t'est arrivé, mais ça t'empêche pas de te lancer dans un autre projet.
Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire ma force finalement. Parce qu'au début, je me sentais incapable de rien. Et finalement, c'est de me servir de ces traumatismes, de ces mots, de ces choses négatives, de ces émotions négatives, et ben de les transformer finalement en levier de motivation et en énergie positive. On apprend toujours finalement, si je peux parler de mot échec, parce que c'est pas forcément un échec, parce que je le vois pas du tout comme ça, mais ces tempêtes, on va dire, qu'on traverse et que il y a des moments où on les voit vraiment que du négatif, hein, et de les transformer en positif. Et ça, je pense que c'est vrai que c'est une de mes forces. Que dans l'adversité, il y a toujours du ciel bleu et du soleil ailleurs, et autant se servir de ça pour avancer. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as deux options. C'est soit tu décides de faire un vrai levier de transformation et un moteur de vie de ce que tu as vécu et traversé, soit tu n'en tires que des choses négatives et toute ta vie, ça va tirer vers le bas. Ou en tout cas, tu vas difficilement te relever et vouloir réaliser tes rêves et tes projets en fait. Donc je pense que il y a aussi une certaine force de caractère, mais c'est question d'envie parce que dans la vie, on a toujours le choix. C'est soit on reste à terre, on ne fait pas grand-chose, soit on décide de se relever et de se bouger les fesses, tu vois. Il y a deux types de profils pour moi, à mon sens. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais encore une fois, alors peut-être je vais me répéter, mais aujourd'hui, si je suis une femme nouvelle, hein, le plus important, c'est toujours cet alignement avec soi-même. En fait, vous êtes votre plus grande force, vous êtes votre moteur. Il faut juste mettre les bons mots et utiliser toutes nos ressources parce qu'on est des personnes pleines de ressources. Il faut juste identifier ces ressources et les utiliser pour aller de l'avant. Il n'y a que ça qui fonctionnera. C'est vrai, tu as totalement raison. Mais des fois, c'est bien de rappeler des choses. Moi, j'aime bien quand tu sais, quand tu veux marquer quelque chose d'important, tu as tendance à te répéter. Mais vu que c'est tellement un sujet qui est important pour moi, à mon sens, et qui touche à la santé, c'est bien des fois de revenir sur ce qu'on s'est dit. Donc c'est cool. Et justement, je pense que je vais te faire revenir sur des choses aussi. Mais pour moi, ça me paraît important. Si aujourd'hui, tu pouvais parler à la toi d'avant, avant le burn-out, qu'est-ce que tu dirais à cette personne ? Alors, je lui dirais, Anaïs, écoute ton corps. Tu ne vas pas bien du tout. Il t'envoie des signaux que tu es en train d'ignorer. Tu n'es pas du tout sur la bonne voie. Ce n'est pas la vie que tu mérites. Tu ne te respectes pas en tant que personne. Donc, voilà, c'est ça que je me dirais en vrai. Et je pense que vraiment, le plus important, c'est le fait de ne même plus se respecter. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai pas les mots parce que je peux pas dire mieux et en fait, tu me fais tellement un effet miroir que moi-même, j'étais en train de me dire, Solène, tu te dirais quoi à la toi d'avant le burn-out ? Et clairement, je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est punaise, écoute-toi s'il te plaît, enlève tes œillères et tout va bien se passer, tu vois. Presque en mode vénère, tu sais. Maintenant, tu vas t'écouter et tu te respectes, d'accord ? Mais et tu vois, tout au long de ce parcours-là, hein, j'arrêtais pas de me dire, même dans les moments, parce que ça n'a pas été toujours tout beau, tout rose, même dans la reconstruction. J'ai toujours été envahie par le doute, par est-ce que je vais y arriver, l'envie aussi de tout envoyer balader, parce que c'est dur, parce que ça fait ressortir des choses qu'on n'a pas forcément envie à ce moment-là d'être confronté. Mais voilà, mon fil conducteur, ça a vraiment été Anaïs, stop, fous-toi un coup de pied aux fesses et de toute manière, tu peux pas tomber plus bas que t'es tombé. Tu peux aller que de l'avant. Donc, s'il te plaît, mets tout derrière toi, brasse-toi, remue-toi. C'est vrai que vu comme ça, de toute façon, quand t'es à terre, tu t'es obligé à un moment donné de te relever quand même d'une certaine manière parce qu'on reste humain et l'humain a besoin d'être en vie, de se maintenir en survie. Donc, mais c'est vrai qu'on a envie de se dire, allez, bouge-toi, relève-toi, manie-toi. Mais parce que là, c'est que nous, on est en mode, on s'est reconstruite, mais on a envie de porter ce message en disant, mesdames, s'il vous plaît, vous en êtes capables. Oui, ça va pas être facile. Oui, vous allez douter. Oui, il y aura des peurs. Oui, vous allez pleurer. Oui, vous allez vivre l'ascenseur émotionnel. Mais en fait, vous allez surtout vous en sortir. Et justement, qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme
ces femmes qui écoutent cet épisode et qui se sentent aujourd'hui épuisées, au bord du craquage, au fond du trou? Alors, je vais le faire en 2 temps, si tu le permets. Déjà, je vais m'adresser à ces femmes qui se sentent épuisées, qui se sentent au bord du craquage, qu'elles s'écoutent avant de s'effondrer totalement. Que la vie, en fait, que ça soit professionnelle ou personnelle, elle doit être vécue dans la douceur et la bienveillance envers soi-même, envers ses proches, et pas dans de l'épuisement, du mal-être au quotidien, des fausses excuses en disant j'ai le temps de rien faire et tout. Ça, c'est pas vrai. Et je dirais également, il n'y a aucune honte à vivre ces moments-là. Et que d'en parler, c'est le début de l'acceptation et de la reconstruction. Donc, je rebondis sur tout ce qu'on a dit au départ, depuis le départ, c'est que vraiment, il faut en parler. Parce que sans en parler, il n'y a pas d'acceptation. Et que chaque personne mérite d'être épanouie et de briller dans tout ce qu'elle entreprend. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux femmes qui aujourd'hui sont épuisées et qui n'ont pas encore craqué. Et avant qu'elles craquent, c'est ces mots-là que j'aimerais vraiment qu'elles retiennent. Et si tu permets, dans un deuxième temps, j'aimerais vraiment transmettre un message d'espoir. Et j'aimerais vraiment leur dire, écoutez, vous n'avez rien raté. Vous n'êtes pas trop faible, trop sensible ou pas assez forte. Vous avez juste donné trop longtemps sans vous donner le droit de vous arrêter et de respirer la vie. Ce que vous traversez aujourd'hui ne vous définit pas. C'est une traversée, pas une destination. Il existe bien un après plus lumineux, plus aligné, un après qui vous correspond. C'est très beau et du coup, je te laisse ce mot de la fin, ces belles paroles de fin parce que je n'ai rien à rajouter et que je trouve ça très beau de finir là-dessus. Je veux juste relever quelque chose d'important et me répéter. Mais ce que vous vivez, c'est de l'ordre de la santé. Donc, s'il vous plaît, rapprochez-vous d'un professionnel. Parlez-en, ne restez pas là où vous en êtes. Sachez que la reconstruction est possible, vous êtes capable de vous relever, mais il va peut-être falloir vous faire aider, en parler, ne restez pas dans votre coin. Et si aussi vous voulez mettre un petit commentaire sur la vidéo pour nous parler de ce que vous vivez, traversez, je pense que aussi bien Anaïs que moi sera ravie de vous lire et d'interagir. Mais voilà, vous n'êtes pas seul. Écoutez ces belles et dernières paroles en boucle autant de fois que vous le voulez, les paroles que Anaïs vient de dire parce qu'elles sont très vraies, très belles, vous n'avez rien raté. Je pense que votre nouvelle vie, en fait, elle commence tout simplement maintenant. Qu'en penses-tu, Anaïs ? Je suis totalement d'accord avec toi, Solène, et c'est vrai que votre nouvelle vie, elle commence maintenant. C'est pas parce que vous êtes en reconstruction, ça fait partie de votre nouvelle vie et vous en sortirez encore plus forte, encore plus motivée, encore plus lumineuse, avec plus de détermination, et il n'y a que des belles choses qui arrivent par la suite. Sur ces belles paroles, je vais te remercier Anaïs. Merci beaucoup pour ce partage authentique, ces échanges. J'espère vraiment que ça va inspirer, que ça va vous redonner de l'espoir, de l'envie et de la motivation. Merci beaucoup Anaïs. C'est à moi de te remercier, Solène, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. C'est vraiment avec cœur et joie et bonheur que j'ai essayé en tout cas de transmettre toutes les phases par lesquelles j'ai été passée. Et j'ai même envie de dire que ça fait partie finalement de ma reconstruction aussi. Ça m'a fait un bien fou d'avoir partagé ça avec toi et avec tes auditrices. Donc, merci infiniment. Je pense que tu me donnes les larmes aux yeux. Je suis quelqu'un de sensible. Ouch. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci en tout cas d'écouter l'histoire de ces femmes. Merci de continuer de me suivre sur ce podcast. Merci encore Anaïs pour ces mots très touchants. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.